Bonjour et bienvenue sur La Boussole, le podcast qui vous aide à vous orienter. Dans ce podcast, la parole est donnée à des étudiants et étudiantes de différents univers pour se faire un retour d'expérience sur leur formation. Cela permettra peut-être de répondre à tes questions que tu te poses pour trouver ta voie. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour Raphaël. Bonjour Antoine. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Écoute, je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs en quelques mots. Ok, du coup, comme l'a dit Antoine, je m'appelle Raphaël, j'ai actuellement 23 ans. Actuellement, j'occupe un poste de manager technique dans une petite entreprise située à Metz qui s'occupe de développer des outils innovants à destination donc, des travaux publics et de la voirie et des réseaux divers. Donc, parti d'un baccalauréat S au lycée André Morat à Bichuret, donc j'ai intégré une école d'ingénieur qui m'a donné le titre d'ingénieur l'année dernière, en fin d'année 2021. Et donc maintenant, j'effectue donc une thèse, donc un doctorat, donc en partenariat avec l'entreprise que j'ai citée, et donc l'école qui m'a formé pour avoir un bon titre d'ingénieur. Très bien. Mais écoute, on va creuser un peu la formation. Tout d'abord, donc tu parlais d'une école d'ingénieur. Oui. Qu'est-ce que tu as fait du coup avant ? Donc tu as fait un bac S. Oui, c'est ça. Comment tu as fait pour rentrer ensuite dans la formation ? Ok, en fait, moi j'ai fait le choix de faire donc une prépa intégrée donc au sein de l'école donc qui s'appelle l'INSA Strasbourg. Donc en fait, je suis rentré directement en post-bac. Elle proposait de réaliser donc une prépa intégrée. Donc par rapport à un cursus, on va dire traditionnel de 2 années de prépa, de classe préparatoire et 3 années d'école d'ingénieur, l'INSA elle l'oriente plus vers une année de tronc commun, vraiment commune à toutes les spécialités, et après vraiment de rentrer donc, dans une spécialité d'ingénieur et de faire 4 ans, un peu encore de trop commun, mais de moins en moins pour vraiment s'orienter vers l'ingénierie pure. Donc c'était assez intéressant pour moi parce que par rapport à une classe prépa classique, en fait, j'ai pas eu à faire de concours. En fait, j'ai réalisé une évaluation dès le post-bac avec un entretien sur dossier pour intégrer l'école, et après j'étais pendant ces 5 années dans la même école. Donc, c'est vraiment l'avantage que j'ai trouvé par rapport à une classe préparatoire où tu passes 2 ans à avoir des matières comme les maths, la physique, très théoriques, et après il faut encore que tu fasses des concours pour intégrer encore une seconde école. J'ai trouvé ça assez lourd, donc j'ai fait le choix donc, de faire une prépa intégrée. Ouais, ça te permet d'enlever une étape de plus de sélection, quoi. Oui, tu te fais sélectionner dès le début et après c'est bon, quoi. Tu sais que tu es parti pour la formation. Ouais, c'est ça. Ok. Et ensuite, c'est quoi un peu les cours que toi tu as ? Est-ce que ça évolue au fil du temps de ta formation ? En fait, ouais, c'est ça. En fait, plus tu vas avancer dans tes années, en fait, moins tu auras par exemple de mathématiques, de physique fondamentale, et plus tu vas rentrer dans des matières qui sont reliées à ton domaine d'ingénierie. Donc moi j'ai fait une spécialité qui s'appelle la topographie. Donc plus on s'est avancé dans les années, plus on avait de travaux pratiques liés donc à la topographie. Donc par exemple tout ce qui est en lien avec le métier de géomètre. Donc on va mesurer des distances, des angles grâce à des appareils pour comprendre l'environnement qui nous entoure. Après on aura des techniques, des matières plus comme la photogrammétrie où c'est lié avec la prise de photos pour faire des modèles 3D, des jumeaux numériques, ce qu'on appelle donc de notre environnement. Mais effectivement, plus tu vas avancer dans les années, moins tu auras de matières que tu auras par exemple au lycée qui sont vraiment pour avoir un cadre large et où tu vas rentrer vraiment plus en profondeur dans ton métier d'ingénierie. D'accord. Et tu as des stages pour compléter tout ça, pour vraiment avoir des expériences terrain ? Exactement. En fait, ce qui est assez bien dans la formation que j'ai suivie, c'est qu'en fait, chaque année, donc à chaque été, on était obligé de faire un stage. Ce qui nous permettait d'avoir déjà un point de vue par rapport au monde professionnel, parce que ça diffère parfois de ce que tu apprends théoriquement en cours. Donc effectivement, ça te permet de trouver un peu ta voie, donc d'effectuer des stages dans plusieurs entreprises, plusieurs domaines d'application, donc pour vraiment essayer de trouver ta voie et d'avoir vraiment une expérience vraiment plus pratique au cœur du métier même, avec des professionnels qui t'apportent leur expérience acquise au cours des années. Donc effectivement, c'est quelque chose de très important dans notre formation. Donc les stages à chaque fin d'année où tu mettais en pratique ce que tu avais appris et tu apprenais de nouvelles choses. Donc ça, de la première à la 5e année, Ouais. c'est bien ça ? Ouais,
Et ça a évolué aussi la durée du stage ou est-ce que c'est toujours l'été, donc 2-3 mois? Non, en fait, si je crois qu'en première année, normalement, c'est 4 semaines, je crois. Et après, il fallait faire plus vers 6-8 semaines. Après, c'est aussi un peu à ton bon vouloir, c'est-à-dire que tu peux te restreindre à ce qui est impératif, donc les 4 ou 5 semaines, par exemple. Mais après, toi, si tu veux aller plus loin, t'enrichir plus, avoir plus d'expérience, tu peux dire que, ok, je veux travailler les 3 mois. Si l'entreprise accepte de faire ça, toi, tu es libre de rallonger la durée de stage, effectivement. D'accord, ouais, donc après, il y a un minimum à respecter, mais après, j'imagine que le maximum, c'est la durée de l'été. Ouais, Mais après, c'est au bon vouloir de chacun et à la volonté de chacun. ouais, c'est Très ça. bien. Et comment tu faisais pour gérer tes études et le reste à côté? Est-ce que tu fais peut-être du sport ou une activité à côté? Alors, je faisais pas forcément d'activité, mais après, comme le temps libre et tout ça, en fait, je pense que c'est très important d'être assez bien organisé, donc de savoir bien restreindre les moments où on va travailler pour être vraiment plus productif. Je pense qu'être organisé, ça permet d'être beaucoup plus productif et vraiment de savoir, ok, tu t'imposes une plage de temps où tu vas vraiment travailler, tu vas te donner à fond et tout ça, et après, tu peux, voilà, on a tous besoin d'une pause à un moment donné, donc voilà, tu t'accordes une pause, mais après, effectivement, dès que le travail est fait, là, tu t'accordes une pause. Donc moi, c'est de la mentalité que j'avais, donc c'est de vraiment d'être travailleur, d'être motivé à travailler pour pouvoir ensuite réussir les études. Mais effectivement, après, voilà, quand tu fais un sport, parfois on avait les jeudis après-midi qui étaient dédiés à tout ce qui est loisirs sportifs et tout ça. Donc voilà, tu sais que le reste de la semaine, tu essaies de travailler et le jeudi après-midi, il est fait pour tout ce qui est associatif et sport. Donc effectivement, il faut être rigoureux et organisé dans son travail. Je pense que il y a que ça de vrai, quoi. Très bien. Et en parlant des jeudis après-midi, donc c'est l'école qui laisse cette plage horaire. Est-ce qu'il y avait des choses organisées par l'école aussi à ces moments-là ou c'est vraiment chacun par ses activités? Du coup, tu avais tout ce qui est associatif qui était organisé. Donc, par exemple, tu avais tout type de sport, donc partant du handball, du rugby, du foot et tout ce genre de choses-là. Après, effectivement, parfois, il y avait des petits événements associatifs, donc liés au BDE, quoi, qui organisait parfois certains trucs exprès le jeudi après-midi, comme ils savaient que c'était une après-midi banalisée, des cours, quoi. D'accord. Pour enchaîner ensuite un peu par rapport, vraiment, je pense que tu as dû vraiment sentir un gros gap entre peut-être le lycée et en arrivant en prépa. Quelles sont les grosses différences? Je pense le rythme de travail et la difficulté, c'est-à-dire que parfois on peut se dire que si on avait des facilités un peu au lycée, on croit que on va avoir un avantage, mais je pense qu'il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Je pense qu'il faut tout de suite se rendre compte qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a un saut de marche qui est assez important entre le lycée et la prépa intégrée. Et je me rappelle d'une petite anecdote où un prof nous avait demandé quelle mention on avait eu au bac. Donc la plupart avaient fait bac scientifique. Et il nous a dit que même ceux qui avaient une mention très bien, pour eux c'était rien, c'était 0. Donc tu vois que il fallait quand même t'investir dans ton travail si tu voulais réussir à passer cette marche. Après effectivement tu fais des erreurs, tu peux te manger des casseroles, on va dire, ou tu auras des mauvaises notes à certains partiels. Ça, c'est presque inévitable, j'ai envie de dire. Mais voilà, il faut s'accrocher. Après, parfois, il faut profiter un peu de l'été, même si voilà, on a envie de profiter du beau temps et tout ça. Et peut-être essayer de revoir certains points qui peuvent aider dès le départ. Mais effectivement, voilà, je pense qu'il faut, même si ça va être difficile, il faut s'accrocher, il faut garder espoir que voilà, avec un peu de travail, on arrivera à faire cette marche. Très bien. Comment se passe justement la sélection? Parce que tu me disais, voilà, ils arrivent, ils ont le prof vous dit, vous avez certes la mention très bien, mais pour nous, c'est rien, quoi. Donc, comment toutes ces personnes qui arrivent avec des belles mentions, certainement un bac scientifique pour la majorité, vous partez de combien et au bout de 5 ans, vous êtes combien? C'est quoi la marge? Alors écoute, du coup, comme je l'avais dit, c'est fait sur dossier quand tu veux y aller. Donc après, tu as des entretiens, ils voient un peu en fonction des notes. Et après, dans ma promo, on était à peu près 200, on va dire 200, 250, donc en trop commun.
Ok. Et donc, bon, du coup, ça vient de... En fait, l'INSA a plusieurs écoles en France, donc on va dire, je crois, à peu près 5-6 écoles, donc réparties un peu dans la France. Donc, il y a par exemple l'INSA à Lyon, l'INSA à Toulouse, voilà, l'INSA Centre-Val de Loire, ce genre de choses. Donc, après, donc on était à l'INSA Strasbourg, on était environ 200 en tronc commun. Donc, ça peut varier d'une école à l'autre. Et en fait, après, du coup, après la première année, tu vas être séparé en classes d'ingénieurs. Donc, tu as par exemple la spécialité mécatronique, mécanique, plasturgie, génie civil ou topographie dans mon cas. Donc après, ça dépend des spécialités. Par exemple, en génie civil, tu vas déjà être 100-150 personnes. C'est des grosses spécialités d'ingénieurs, donc mécanique aussi. Et dans mon cas, la topographie, on était plus une quarantaine. Donc, on revient à une échelle de classe, tu vois. Ce qui rappelle un peu le lycée. Donc, tu as on va dire un suivi plus c'est différent. Voilà, tu es plus ciblé que si tu es, par exemple, à une centaine. Donc, tu avais plus des cours d'amphi. Donc, c'est difficile, par exemple, pour parfois les professeurs de faire du cas par cas. Donc, effectivement, tu as aussi cette différence par rapport au lycée où tu es plus autonome que dans une classe de lycée. Et en fait, après, suivant les années, soit tu gardes un peu le même nombre à peu près, soit tu as des personnes qui redoublent au fil des années. Donc, lié à la difficulté, effectivement, qui augmente un peu d'année en année. Mais voilà, tu es quand même, on va dire, tu peux perdre, on va dire, 5-10 personnes vraiment maximum jusqu'à la 5e année, quoi. Mais donc, finalement, le tri qu'ils font déjà par dossier aide vachement. Oui, c'est ça. Et après, voilà, c'est vrai que ça... J'en parlais dernièrement avec du coup sur l'épisode Staps où eux c'est l'hécatombe quoi. De la première à la deuxième c'est divisé par 2. Ouais. Là c'est pas du tout le cas. Non, ça va, c'est vraiment beaucoup plus restreint. Si tu arrives à aller là-bas, bon après t'as parfois des abandons, ils se disent ok, c'était pas forcément pour moi. Après voilà, t'as quelques redoublements, mais effectivement par exemple en comparaison avec le Staps, ça n'a rien à voir. C'est voilà quelques échantillons de personnes qui redoublent d'une année à l'autre, quoi. D'accord, je vois. Et si on continue un peu sur ensuite après, toi tu disais que tu avais fait un master donc sur la spécialité topographie. Oui. Quels sont les débouchés de ce master? Quels sont les métiers que tu peux faire après? Ok. Du coup, le métier principal quand on va penser à la spécialité topographie, c'est le métier de géomètre ou géomètre expert. Donc ça va être celui-là c'est une profession libérale qui va définir par exemple les limites parcellaires donc entre 2 habitants. Donc c'est tout ce qui est foncier, livre foncier. Donc c'est le métier qu'on va dire qu'on associe le plus à la topographie, alors que la topographie c'est vraiment beaucoup plus ouvert en fait. Tu vas pouvoir faire de la gestion du territoire, tu vas pouvoir travailler dans le patrimoine. On fait beaucoup de numérisation du patrimoine, c'est-à-dire qu'on va faire des modèles 3D qui vont servir à soit par exemple faire tout ce qui est visite virtuelle, donc avec le développement des technologies actuelles, mais voilà faire un archivage du patrimoine quand voilà on se dit si jamais il arrive quelque chose à ce patrimoine, on a quelque chose de garder en mémoire donc avec un modèle 3D. On fait il y a des débouchés un peu d'informatique, donc voilà comme je l'ai dit de gestion de territoire, de l'urbanisme aussi parce que on prend de plus en plus compte des facteurs environnementaux dans notre métier parce que voilà c'est de plus en plus important, c'est de nos générations et des générations futures, donc tu as des débouchés effectivement donc en matière d'urbanisme. Mais en fait, c'est vraiment un domaine très ouvert où on peut avoir vraiment beaucoup plus de possibilités d'activités que le métier de géomètre. Et en fait, et en plus, le métier de géomètre, c'est l'une des professions les plus demandées actuellement. Je crois que c'est la 3e activité demandée en France parce qu'en fait, tu as toujours besoin de ces personnes-là pour gérer le territoire. Et pour une petite anecdote encore, c'est que la plupart des personnes en 5e année, donc tu fais un projet de fin d'études, ça s'appelle, dans une entreprise, et en fait, à la fin de ce projet qui est la validation de ton master, la plupart des gens, avant la soutenance de ce projet, ont déjà un emploi. Ce qui se fait que, on va dire, 90% d'une promo à l'autre, on a déjà un métier avant de valider notre diplôme, ce qui fait que dans notre secteur d'activité, le boulot, il y en a, quoi. Il y en aura presque toujours, quoi. Oui, donc c'est plutôt rassurant, surtout de se dire, j'ai déjà mon job avant même d'avoir fini ses études, quoi. Ça doit lâcher quand même Exactement. lâcher un poids, quoi.
Et en plus, avec cette période concours, avec tout ce qui est relatif au Covid, certains profs avaient peur que leurs élèves n'avaient pas d'emploi à la sortie. Et au final, ça s'est avéré que les chiffres n'ont presque pas bougé, quoi. Donc tu vois que l'importance c'est très de notre secteur, ouais, c'est ça. Donc tu te dis que voilà, on est rassuré de ce côté-là. Ça c'est chouette. Donc toi, tu as choisi de faire après ton master un doctorat. Oui. Pourquoi ce choix? Et on est d'accord que justement, juste après ton master, tu peux directement faire les métiers que tu avais cités. Effectivement, donc le doctorat, c'était une autre piste donc de poursuite d'études ou de travail. Donc effectivement, en fait, moi j'ai fait en double cursus de ma 5e année, j'ai fait un autre master donc lié à TPS, donc Télécom Physique Strasbourg, qui était plus dans tout ce qui est gestion d'images, production d'images et traitement. Et en fait, il y avait une dimension recherche qui était amenée par le biais de ce master. Et en fait, on nous incite en tant qu'ingénieur à faire une recherche des méthodes, des évolutions des méthodes, des processus de traitement pour toujours être à la pointe de ce qui se fait actuellement. Et donc, j'ai bien aimé donc cette dimension recherche parce que voilà, c'est apprendre de nouvelles choses et c'est essayer de les mettre en pratique donc dans notre contexte de travail. Et donc, en fait, dans la poursuite de mon projet de master, en fait, l'entreprise était intéressée par me garder en tant que doctorant, du coup, pour faire donc une thèse sur une problématique, donc faire de la recherche et développement sur une problématique. Et donc, moi, ça m'a intéressé parce que je suis quelqu'un d'assez curieux qui aime apprendre de nouvelles choses et essayer de les mettre en pratique. Donc effectivement, alors au début, je vais pas te mentir, c'était quelque chose qui m'a pas forcément attiré dans le sens où tu te rajoutes 3 années, on va dire, d'études supplémentaires. Déjà que t'en as fait 5, t'es là, c'est un peu lourd. Mais au final, je me suis dit que c'est une chance à pas louper, quoi. C'est une opportunité en or, donc je me suis dit je vais la faire et je pense que au terme de ces 3 années supplémentaires, j'en ressortirai grandi, j'aurai une meilleure expérience et je pense que j'aurais plus regretté de ne pas l'avoir fait, tu vois. Même si ça pouvait faire peur au début. Exactement. Et ça peut faire peur à beaucoup. C'est vrai que effectivement, c'est ça. On se dit, quantité de travail supplémentaire, 3 années, ça peut être long. Mais quand tu t'y intéresses vraiment, tu te dis, ça peut être une bonne expérience. Top. Passons maintenant à la partie plus conseil. Si tu devais revenir à ta première année, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 5 ans? Les 3 choses que tu ferais différemment. Parfois, je me dis que je me suis peut-être pas forcément impliqué de manière assez assidue. Parfois, tu te dis, tu vas divaguer, tu vas participer à beaucoup de trucs, vu que la première année, c'est l'intégration, tout ce genre de choses. Et parfois tu te perds un peu parce que tu te dis, c'est chouette, c'est cool et tout, la vie étudiante. Mais je pense qu'il faut pas... Tu peux sortir, c'est même fait pour ça, c'est conseillé parfois de vider l'esprit, mais parfois il faut revenir à la raison et se dire il faut quand même un peu travailler, malheureusement. C'est le but des études. Effectivement, oui, c'est ça, il faut être travailleur et comme je l'ai dit, il faut persévérer même si on a des échecs. Ou parfois, tu as une baisse de morale forcément, tu te dis, la difficulté, tu te remets en question parce que tu dis, est-ce que je vais vraiment y arriver ou ce genre de choses. Mais je pense que je dirais à mon moi d'il y a quelques années de pas lâcher l'affaire et de persévérer parce que je pense que c'est comme ça que tu vas réussir, quoi, que c'est en t'acharnant que tu vas réussir. Et autre question, comment justement tu gérais ces moments un peu d'échec? Forcément, tu te dis... est-ce que vraiment j'ai ma place ici et tout ça? Mais je pense que moi j'ai une philosophie de si tu tombes, c'est pour mieux te relever. Il faut que parfois ça arrive les échecs, ça fait partie de la vie, c'est le jeu. Mais faut pas se dire qu'ok, je vais tout rater. Faut prendre cet échec comme exemple, s'en servir pour s'améliorer et remonter la pente parce que c'est jamais facile, mais il faut jamais abandonner. Très, très belle phrase. Merci pour ces conseils. Comme d'habitude, on va finir sur une petite anecdote. Donc, je te laisse nous raconter une petite anecdote fun. Alors, une petite anecdote drôle qui remettra en question, qui
prouvera que les profs sont aussi humains que les élèves quand ils font un cours. En fait, on était dans un cours qui était, on va dire, ça traitait un peu d'informatique. Donc voilà, c'est des matières où, quand tu as le cours, c'est pas très intéressant. La partie intéressante, c'est plutôt les travaux pratiques. Et du coup, on était en cours d'informatique. Donc voilà, je vous cache pas, c'est parfois lourd, c'est parfois chiant. Et donc nous, on était en train d'écouter et le prof fait son cours. Bon, la plupart discutent, certains dorment, voilà, c'est comme ça. Et parfois, à un moment donné, le prof, il se rend compte à une diapositive de sa présentation. Et mince, on avait déjà vu ça la séance précédente. Et du coup, même lui, toute la séance, il n'avait pas réalisé qu'il avait déjà fait ce cours à la séance précédente. Et du coup, il nous regarde et il nous demande, mais ça, on a déjà vu. Et nous, on était là en mode, ah bon. Alors, désolé, monsieur. Personne n'avait suivi de A à Z. Non. Et donc même le prof, lui, s'est pas rendu compte effectivement d'avoir déjà fait ça. Donc ça montre que voilà, même eux, parfois, il leur arrive d'avoir des petites lacunes. Voilà. Donc ça arrive. Tout le monde est pareil. Tout le monde est humain. Voilà. Très bien. Écoute, merci Raphaël d'avoir pu être là aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et à très vite. À très bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou en le partageant à 2-3 amis ou proches. À bientôt pour un nouvel épisode de La Boussole.